Est-ce que vous l'avez déjà utilisé en tirage? Oui. D'accord. Donc vous avez déjà vu un livre de Yi King, vous savez, vous connaissez un peu les langages, le gros livre, les livres jaunes ou rouges ou les jaunes. Richard Wilhelm, les classiques. D'accord. Alors moi, je vais vous expliquer. Celui qui m'a amené vers les Yi King, c'était Claude Pipiton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Et aujourd'hui, donc, c'est vraiment ce que je fais principalement avec les yogas. Et je propose des formations aussi. Les Yi King dont je vais parler aujourd'hui, c'est entre autres les Yi King du thérapeute, mais c'est que j'appelle aussi les Yi King du retour, parce que c'est un travail qui permet de faire retour sur soi, de faire un retour aussi sur ce conditionnement, de regarder qu'est-ce qui en nous empêche de vraiment être en harmonie dans notre vie quotidienne. Donc c'est une boussole de vie, si vous voulez, qui, selon la date de naissance, donc la date d'entrée dans la roue de la vie, nous indique une orientation pour la vie en fait. Donc si vous voulez, je vous explique un peu d'où vient tout ça, pour que ça ne soit pas totalement étrange. Peut-être que vous savez déjà, est-ce que vous connaissez un peu l'historique du Yi King ou... Non. Pas du tout, pas du tout. Très bien. Donc en fait, c'est un outil. Au départ, c'était pas un outil. Au départ, c'était complètement lié au chamanisme. Il y a plus de 5000 ans. On dit 5000 ans même avant notre ère, probablement 7000 ans. On ne sait pas, c'est sans âge. C'est que plus tard que c'est devenu un texte écrit. Et en fait, c'est vraiment une tradition orale avant. C'est basé sur les plus anciens textes de la Chine. C'est peut-être en même temps que les Védas en Inde, donc c'est vraiment très très ancien. Et au départ, dans toutes les cultures un peu du monde, il y avait des medicine man, des chamans, des personnes à qui on s'adressait pour poser des questions. Et en Chine, en fait, pour communiquer avec l'invisible, on parlait des ancêtres. Pour les différentes tribus, on posait des questions aux chamans et on faisait malheureusement des sacrifices d'animaux. Et la réponse qui devait descendre de l'invisible, donc la réponse des ancêtres, c'est gravé sur les os. Donc les chamans avaient la capacité de prendre des os d'omoplate et de voir les craquelures sur les os pour les interpréter selon si c'était humide, sec ou froid ou chaud, etc. Les craquelures étaient différentes. Donc ça permettait de voir, ok, pour faire très simple, est-ce que je dois faire la récolte demain? Oui, c'est le bon moment, il ne va pas pleuvoir. Ça, c'est juste pour simplifier. Mais après, ça s'est vraiment sophistiqué, ça s'est développé. Et on a arrêté d'utiliser des animaux qu'on brûlait, et dont on interprétait les ossements, mais on a commencé à utiliser les carapaces des tortues, des lots douces. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que déjà symboliquement, la carapace est liée au ciel et à la terre. Et dans la pensée chinoise, l'homme se trouve entre le ciel et la terre et est influencé par tout ce qui se passe entre le ciel et la terre. Et donc, les symboliques déjà de la carapace des tortues étaient importantes. Et on utilisait donc, ils avaient toute la même taille, la même forme, les mêmes dessins. Donc, c'est devenu carrément systématique. Ils ont utilisé des petites parties métalliques chaudes pour brûler certains endroits codifiés des carapaces. Et ensuite, on interprétait cette partie qui s'est dessinée sur la carapace. Donc, on posait une question avant, bien sûr, c'est pour prendre une décision. Et on pouvait interpréter la craquelure. Et à côté, on faisait un dessin pour dire, ça veut dire soleil, lune, récolte, chasse, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait à faire, ce sont les premiers dessins préhistoriques de l'époque qui sont aujourd'hui la base de l'écriture chinoise. Donc ça c'est incroyable parce qu'encore aujourd'hui, dans la langue chinoise, dans l'écriture kanji, qui est aussi utilisée en japonais, il y a des dessins d'il y a 5000 ans sur les carapaces des tortues. Donc pour commencer à écrire, et pourquoi c'est devenu
pour les Chinois et les personnes vivant en Asie des dessins et pas de l'alphabet comme nous on l'utilise, c'est lié au chamanisme. Donc on a donc dessiné tout ça, on mit toujours l'interprétation à côté et donc avec ça on prenait sa décision. On disait ok, il faut partir en guerre ou il faut se retirer ou bien aller à la chasse des mains ou puis plutôt rien faire. Donc c'est en fait demander à la vie quelque part quelle est la bonne décision à prendre selon la situation actuelle. Donc ce n'est pas véritablement de la divination, c'est plutôt un travail chamanique qui existait un peu partout. Après d'autres cultures utilisaient autre chose, des morceaux d'os ou des cailloux ou d'autres façons d'interpréter une réponse. Et donc eux, ils ont vraiment fait ça pendant longtemps et vu qu'ils ont tout noté, ça s'est archivé. Donc aujourd'hui, les archéologues ont trouvé des archives souterraines de plus de 400 000 carapaces de tortues avec des dessins, des questions-réponses à travers des siècles et des siècles. Donc c'est ça la force quelque part chinoise d'avoir toujours tout noté, tout archivé, tout rangé. Et en fait, ils ont fait ça tellement qu'à un moment donné, il n'y avait plus de tortues. Ils ont tué malheureusement tous les tortues qui existaient, ils n'en restaient plus. Et en fait, c'est lentement l'époque taoïste qui commence. Et à cette époque-là, on s'est dit, on arrête d'utiliser des tortues, on cherche une autre méthode pour questionner la vie. Et vu qu'il y a eu plein de carapaces déjà présentes avec des réponses à travers plein de siècles, on avait déjà une collection de réponses. Donc on a eu déjà plein d'archétypes de réponses présentes. On n'était plus obligé de forcément aller encore tuer une tortue et encore une pour avoir une réponse. On en avait déjà plein. Donc on a trouvé une méthode pour questionner autrement la vie. Et la réponse était dans les carapaces qui étaient déjà présentes. Donc, on utilisait des baguettes d'Achillée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette méthode. C'est une méthode très complexe, mais qu'on peut apprendre. Hein. C'est faisable. Donc encore aujourd'hui, on peut le faire. Donc c'est une méthode pour constituer une réponse. La réponse à partir des pictogrammes n'était plus nécessaire, même si on prenait recours aux pictogrammes qui existaient. On dit pictogrammes à ces petits dessins qui sont sur les carapaces des tortues. On peut les appeler, aujourd'hui on dit sinogrammes ou idéogrammes d'écriture chinoise. Pour les signes, on dit souvent sinogramme ou idéogramme. Mais pour ces images préhistoriques, on dit encore pictogrammes parce on peut encore mieux reconnaître les animaux, les plantes, les tiges, etc. Ensuite, ils se sont comprimés et devenus plus carrés et c'est devenu les sinogrammes d'aujourd'hui. Pour questionner la vie, on utilise donc des tiges d'Achillée millefeuille et on fait une méthode spécifique pour constituer en fait des traits. Donc la méthode change, c'est ce que vous voyez un peu ici. Là dans la roue, vous voyez une roue qui est constituée des anciens pictogrammes, comme on les a dessinés sur les carapaces des tortues. Vous voyez, il y a un peu de tout. Hein. Ça, c'est une bouche sur pattes, ça c'est des chaussures, ça, c'est une rivière entre deux plantes. Je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, ça, c'est le symbole du ciel, c'est le symbole d'un nuage chargé de pluie. Tout ça, ça raconte une histoire. Et ensuite, en fait, quand on a arrêté de tuer les tortues, et qu'on a commencé à utiliser une autre méthode, c'était profondément lié à la façon dont les taoïstes voyaient le monde. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du taoïsme. Oui. Donc c'est vraiment aujourd'hui une des modes de pensée spirituelle de la Chine qui est aussi reliée en partie plus tard au bouddhisme et plus tard encore au confucianisme. Donc les Yiking, pour faire une parenthèse, est vraiment traversé par toutes ces façons de voir le monde, par le taoïsme, par le bouddhisme et par le confucianisme. Et en fait, donc les taoïstes sont venus, ils ont utilisé leur façon de voir du monde
qui se constitue en deux principes, yin et yang. Vous avez dû certainement entendre de ça, parler de ça, yin-yang. Principe yin-yang, ça ne veut pas dire tout simplement féminin, masculin. Ça serait vraiment trop simplifier les choses. Ce sont deux principes et opposés et complémentaires qui décrivent tout le fonctionnement de la vie. Ça veut dire on peut dire plutôt passif, plutôt retiré, plutôt sombre, plutôt la lune, plutôt réfléchi, plutôt tranquille, plutôt la nuit, etc. Alors que par exemple les principes yang, c'est plutôt le mouvement, plutôt la lumière, plutôt le jour, plutôt l'été. Donc tout dans l'univers, tout dans la vie est descriptible par ces deux principes. Et en fait, ce qu'ils disent les taoïstes, c'est que tout change tout le temps. On peut décrire ces changements par ces deux traits-là qui s'alternent en permanence, qui sont au départ représentés avant qu'ils se manifestent, ils sont représentés par ces centres. Et ces centres, ici, on peut les nommer, c'est un symbole pour le Tao aussi. Donc c'est un peu comme une graine non manifestée. Et ça veut dire qu'il y a un potentiel de manifestation. Et dans ce potentiel, on a les deux principes déjà présents, en train de danser ensemble. Ils sont encore collés ensemble. Et on ne peut pas dire, si on parle par exemple des biens ou des mal, ou des noirs et blancs, etc., on ne peut jamais dire que les biens uniquement existent tout seuls ou les mal tout seuls. Il y a toujours un petit peu le potentiel de l'un et de l'autre dans chacun. Et pour les taoïstes, à la fin d'une énergie, il y a toujours une autre énergie qui commence. Ça veut dire rien ne reste comme c'est, tout change tout le temps, et la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. Donc pour vraiment pouvoir vivre en harmonie avec la vie, c'est comprendre comment surfer sur les vagues de ces changements. Et ça, c'est relié à quelque chose qui est profondément lié aussi à la pensée taoïste, qu'on appelle Wu Wei. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, Wu Wei. Wu Wei, ça veut dire, on ne peut pas le traduire, mais on peut à peu près dire que ça parle d'agir, non agir. Donc, ça parle, si vous voulez, d'une non-interférence dans la vie telle qu'elle est. Donc, comprendre la réalité de la vie telle qu'elle est, comprendre comment les changements se font chaque jour au quotidien et être tellement à l'écoute de la vie qu'on agit toujours d'une manière juste par rapport à chaque situation. On lâche le contrôle, on arrête de prévenir parce que ça vient souvent d'un conditionnement du passé, par peur. Donc par peur, on cherche à contrôler un avenir. Donc quelque part, on crée le passé dans le futur. Alors que les deux sont juste virtuels, et le passé et le futur. Et on essaye juste d'être un avec ce qui est ici et maintenant. Simplement sentir ce qui est nécessaire maintenant et retrouver un peu l'état vierge, l'état naturel. Et c'est ça, si vous voulez, le but de cette boussole, c'est de comprendre quel est notre état naturel. Et pour entrer dans cette façon d'agir dans le monde, pour trouver l'harmonie, c'est vraiment commencer à être chaque jour totalement à l'écoute de ce qui est là. Ça veut dire, même si on est, nous, en Occident, complètement éduqués à agir, contrôler, prévenir, avoir des agendas, etc., peut-être que chacun d'entre vous a eu un moment, l'expérience, qu'une chose s'est faite tout seul. Qu'il y a eu des moments où on voulait absolument obtenir quelque chose, ça n'a pas marché, mais quand on a lâché, tout d'un coup, même quand on l'avait oublié, ça arrivait. Donc, en fait, c'est comprendre que quelque part qu'on n'a aucun contrôle, de se détendre et d'arrêter de vouloir contrôler quoi que ce soit, et simplement de vraiment aller avec la vie, avec les vagues de la vie. Et en fait, cet outil, si on peut l'appeler outil, permet, parce que c'est des millénaires d'observation de la nature et de l'humain, on peut quand même s'appuyer beaucoup là-dessus. C'est très très fort comme dans sa justesse en fait.
Donc, ça permet de trouver son orientation propre, la description de comment on s'est peut-être décalé complètement de notre façon naturelle de fonctionner, comment on arrive à ne plus écouter ce qui est vraiment là, et que je montre mon oreille, mais l'écoute dans le sens de sentir ou percevoir avec tous ses sens, pas uniquement avec les oreilles. Donc devenir vraiment le corps qui devient l'écoute. Donc le corps devient l'écoute et on est totalement un avec chaque jour, chaque instant et chaque situation. Il faut juste en faire l'expérience. C'est très compliqué pour nous les Occidentaux d'accepter ça ou de comprendre ça parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. Mais peut-être que chacun d'entre vous, à un moment donné, a pu faire une petite expérience comme ça où les choses se sont faites sans nous, dans notre absence quelque part. Et on était content parce que c'était exactement ce qui devait arriver en fait. Donc quelque part, avec cet outil, avec la philosophie ou la pensée taoïste aussi, qui a imprégné, comme je vous ai dit, le bouddhisme, etc., on peut vraiment trouver une orientation à vie, si vous voulez, parce que c'est quelque chose qu'on sait une fois, on sait quelle est notre direction, et après, on peut ne pas s'y tenir, c'est pas grave, mais simplement devenir observateur de sa propre vie. Donc quelque chose en nous, quelque chose de plus grand que nous, peut toujours être présent et conscient de nos fonctionnements, de nos habitudes, de nos conditionnements et simplement constater que parfois on fait des crises, parfois on est en colère, parfois on a très peur, on ne sait pas comment gérer ça, c'est pas grave, mais on les constate. Il y a quelque chose qui les voit. C'est pas la pensée qui pense, c'est quelque chose qui est autre que la pensée qui constate qu'on a ses ressentis, qu'on a ses peurs, qu'on a des conditionnements, qu'on a des crispations. Et donc simplement, avec cette constatation, déjà il y a les premiers pas vers l'harmonie qui se fait. Parce que quelque chose autre que notre crispation se rencontre de ce qui nous empêche d'être bien, d'être tranquille, tout simplement trouver la tranquillité, la paix dans la vie. Donc, pour revenir à l'historique, parce que là j'ai fait un peu une excursion, pour revenir à l'historique, donc les taoïstes ont utilisé quand même les carapaces et tortues qui étaient présentes. Ils ont pris ce principe yin-yang dont je vous ai parlé. Donc, les principes yin étant représentés par un trait brisé, donc une ouverture dans les traits, et les principes yang par un trait continu. C'est ça le trait continu, les traits brisés. Et en fait, ces deux traits vont danser, ces deux principes vont danser ensemble et faire une première combinaison qui est représentée dans cette roue des bigrammes. On dit bigrammes parce qu'il y a deux traits à chaque fois. Donc, les deux traits, ils vont se combiner avec un trait supplémentaire yin et yang. Et ça nous donne la première roue la plus importante du Yiking, qu'on utilise aussi en médecine chinoise, qu'on utilise en Feng Shui, si vous avez entendu parler de Feng Shui, qui permet de mettre en place une habitation harmonieuse. C'est utilisé aussi vraiment pour l'acupuncture. Donc ici, on a la première roue la plus importante et chaque aspect est composé de trois traits yin-yang. Et en fait, selon leur emplacement, on a un autre élément de la nature qui est représenté. Par exemple, quand on a trois traits yang, ça représente les ciels, ça représente vraiment les ciels, les pères. Et en face, juste en face de l'autre côté de la roue, on a son opposé, ou on peut dire aussi complémentaire. Chaque trait s'est inversé et ça donne des traits brisés, trois traits brisés. Donc l'inverse total, ces trois traits yin représentent les réceptifs, la terre. Donc on a le ciel en haut, la terre en bas, et à droite et à gauche, on a les deux autres éléments principaux. On a l'eau, on a le feu. Donc on a les quatre éléments, et ensuite, ce qui se trouve en diagonale sont des paysages qu'on trouve dans la nature, comme les lacs, la montagne, le tonnerre, le vent. Donc ce sont, si vous voulez, 8 trigrammes. On dit trigrammes parce qu'il y a 3 traits. Et donc, ce sont 8 aspects de ce centre
qui se sont manifestés et qui représentent vraiment une certaine énergie, un certain fonctionnement et un certain paysage aussi. Et donc ces huit, d'ailleurs j'ai oublié de dire, ils sont liés dans la médecine chinoise à des glandes hormonales. Donc ça veut dire par exemple la terre elle est liée à l'hypothalamus, le ciel est lié au pancréas, etc. Donc chaque trigramme est lié à une glande hormonale. Donc ce qui montre aussi après par rapport au fonctionnement humain, selon votre date de naissance, quand vous êtes né dans une tranche et que vous êtes proche de ce fonctionnement, si vous n'êtes pas bien, ce sont ces glandes-là qui sont souvent mises en épreuve. Ensuite, ces 8 trigrammes vont donc à nouveau danser ensemble, c'est combiné, c'est développé, et ça donne la grande roue du Yiking qui est la roue des 64 hexagrammes. Donc 64 combinaisons des 2 trigrammes. À chaque fois, un trigramme s'est combiné à un autre trigramme et ça a donné ces 64 éléments qui constituent exactement, qui sont équivalents aux anciens pictogrammes chamaniques qui étaient sur les carapaces de tortues. Donc c'est ça qui en fait, que les taoïstes ont fait. Ils ont développé cette méthode où avec les tirages, on peut dire tirage, avec les tiges végétales, ils ont donc pu dessiner trait par trait, constituer un hexagramme, donc dire ok, j'ai tiré ça, ça donne un trait yang, un trait yin, un trait yang, etc. Et ils ont constitué un hexagramme et la lecture de l'hexagramme nous fait voir, ah, ça correspond à ce pictogramme-là. Donc c'est comme ça qu'ils ont développé les Yiking comme on les connaît aujourd'hui. 64 archétypes des fonctionnements, des descriptions humaines, des descriptions de la psychologie humaine, etc. Donc 64 archétypes et 64 aspects du même. Ce qui veut dire que quand vous comprenez votre hexagramme de naissance, j'ai dit naissance parce qu'on entre tous à un moment donné dans la roue de la vie. On entre et on porte une énergie. C'est comme si, on avait parlé du tirage, donc c'est comme si la vie avait tiré avec nous, avec notre naissance. Donc on entre dans la vie et on est entré, par exemple, dans le réceptif ou on est entré dans autre chose, dans l'innocence. Et donc on porte cette énergie, on porte son opposé, on porte tout ce qui va avec. On a tous en réalité une boussole, bonjour, une boussole qui décrit comment on pourrait véritablement nous orienter dans la vie pour justement être en harmonie avec tous ces changements qui nous appellent, qui reviennent et s'en vont régulièrement. Donc il y a justement 2 façons d'utiliser les Yiking, où c'est nous-mêmes comme tirage. Donc notre date de naissance nous permet de vraiment comprendre notre boussole de vie. Chacun a sa propre boussole de vie, même si les 64 hexagrammes nous concernent tous, parce que ce sont des archétypes qui nous concernent tous, et parce que ce sont vraiment 64 aspects du même. Et en fait, quand on comprend son propre hexagramme, quand on se reconnaît quelque part, quand on fait retour sur soi, quand on se reconnaît, à ce moment-là, on peut, avec le temps, avec l'observation de soi et de ce fonctionnement, comprendre comment naturellement s'aligner à son état naturel de plus en plus. Et à ce moment-là, il peut y avoir la possibilité qu'il y a une harmonie s'installe, qu'il y a une tranquillité s'installe. Et quand la tranquillité s'installe, et quand on n'est plus en train de partir dans tous les sens, agité, à nous énerver sur toutes sortes de choses, on peut peut-être laisser la place à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Quelque part, c'est ça, si vous voulez, l'orientation que les Yiking nous proposent. Donc en réalité, ce qu'on appelle la divination, s'est développé à l'époque un peu bouddhiste et plus tard, quand les Yiking s'est un petit peu perdu, disparu et devenu un outil du marché en fait. Donc, pour résumer, il y a donc 2 façons d'utiliser les Yiking, ou bien
la façon très classique, c'est de faire des tirages. C'est en fait apprendre à écouter son intuition. C'est un outil extérieur à nous qui devient intérieur à nous. Donc on fait un tirage, on pose une question très consciente sur une situation donnée. C'est pas pour jouer, c'est pas tirer une carte, etc. C'est vraiment un moment, on se pose, on est tranquille, on a une question véritable, profonde à poser. On pose cette question. C'est comme si c'était un maître qui allait nous répondre. Et il y a 64 archétypes de réponses qui sont possibles. Et à ce moment-là, en fait, vous posez tranquillement votre question. Les consultants vous font le tirage. Si c'est bien fait, c'est avec les tiges végétales de l'époque taoïste. Et donc, vous constituez la réponse. Ça prend son temps. Et il y a une réponse qui vient du Yiking. Et on peut, après, avec les consultants, en parler et voir qu'en fait, la question vient de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, parce qu'en fait, la réponse est déjà dans la question que la personne a posée. Donc, en fait, la personne se rend compte que le niveau de la question dans laquelle elle a été posée, la réponse va élever le niveau. Parce qu'elle ne va pas dire « Ok, oui, non, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu devrais demain aller ici ou là ». Ce n'est pas du tout ça la réponse des Yiking. La réponse, c'est on évalue, on apprend à vraiment regarder la situation. Et les Yiking donnent une orientation pour bien regarder quel est mon ressenti par rapport à cette situation, quelles sont les potentialités de cette situation. Ça nous amène, la réponse nous amène à nous connecter à notre propre intuition, à voir la réponse en nous-mêmes. Ça, c'est cette façon d'utiliser le Yiking en tant que tirage. Après, le Yiking que j'utilise en tant que boussole, c'est lié aux dates de naissance. Donc, selon la date de naissance de la personne, on regarde le moment d'entrée dans la boussole. Et chaque personne porte 5 hexagrammes dans sa boussole et on regarde en quoi c'est son énergie propre. Qu'est-ce qui se trouve en face, par exemple? Ce qui se trouve en face, c'est souvent quelque chose qu'on fuit, qu'on ne regarde pas, qui nous fait mal ou qui est lié à un blocage dans l'enfance. Et à ce moment-là, on se rend compte, selon la description de l'énergie en face, qu'on est tout le temps en train de fuir quelque chose, ou on répète un schéma en permanence, tout le temps le même schéma. Et en regardant cette boussole, on peut comprendre c'est quoi ce schéma que je répète tout le temps et pourquoi je le répète, quand est-ce que ça a commencé et comment je peux me rendre compte de ça. Et comment je peux l'observer dans la vie quotidienne et comment je peux faire en sorte de devenir de plus en plus conscient de ces problématiques. On ne cherche pas à éliminer quelque chose, à se débarrasser ou étouffer quelque chose, on cherche à voir. Et on regarde avec un regard conscient et ça suffit déjà de s'observer tout simplement. Donc ensuite, il y a à droite et à gauche des hexagrammes aussi qui sont des aides pour mieux comprendre. Il y a au centre aussi un hexagramme qui est en fait le moyeu de la roue qui permet, en la réalisant, que tout se tourne beaucoup plus harmonieusement dans la vie. Donc ça, c'est une description très brève, mais ça, c'est le Yiking en tant que Yiking et thérapeutique et Yiking de conscience de soi. De comprendre comment on fonctionne, comment on s'auto-bloque, comment on s'empêche d'être en harmonie avec la vie. Les deux sont valables, les deux peuvent se complémenter. Les Yiking de tirage classique et les Yiking du retour au Yiking thérapeutique. Voilà pour résumer. Bien sûr, c'est le moment des questions.